Le commandant alternatif, ça va être le gang du gland biscornu. Bonjour à tous et bienvenue sur cette ouverture des decks commandeurs de Bloom Burrow. Ces decks sont faits pour jouer à Magic en commandeur, donc avec 100 cartes, y compris un commandant qui est à la tête du deck. C'est un format multijoueur à 4 joueurs, le plus répandu aujourd'hui. Ces decks sont préconstruits, prêts à jouer, avec 100 cartes et 2 cartes bonus supplémentaires dans un petit booster à part. Ces cartes sont aléatoires. Bloom Burrow, c'est la nouvelle extension sur le thème des créatures mignonnes. Et ça tombe bien parce que les créatures mignonnes, moi j'adore ça. On a des ratons laveurs, des lapins, des écureuils et des oiseaux dans ces decks-là. On va passer tout de suite à l'ouverture en commençant par le deck rouge-vert. Alors dans ces decks, vous avez des jetons en carton avec les cartes au milieu. Il y a un petit poster un peu nul et le deck. Un semblant de deckbox en carton et un échantillon de booster collector. Alors Bloom Burrow, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la nouvelle extension sur le thème des petits animaux mignons. C'est pour ça que tous les personnages principaux de ces decks sont des animaux et ils ont imprimé beaucoup d'anciens sorts avec des nouvelles images, donc ça c'est plutôt cool. Les commandants sont bien évidemment des nouvelles cartes. Et on commence tout de suite avec Bello, le raton laveur. Déjà, ce qu'on peut voir qui est vachement cool, c'est que pour la première fois, les commandants sont directement avec l'art étendu et le foil. En général, ils nous donnent une version avec des bordures dans les decks, et pour avoir la version sans bordure, il faut les trouver dans des boosters. Là, ils nous donnent directement la version sans bordure, qui est, selon moi, beaucoup plus jolie. Du coup, ça, c'est vachement cool. Ces cartes sont quand même très très belles, faut le préciser. Donc voilà, pour comparer avec les bordures régulières qu'on avait d'habitude. Donc ce commandant va jouer sur les artefacts et les enchantements qui coûtent plus de 4 mana, et qui va les transformer en créatures en plus de leur type et de leurs effets, en leur donnant la célérité et l'indestructible. Et si jamais on arrive à taper avec, ça nous fait aussi piocher une carte. Évidemment, vu que je viens de recevoir ces decks, je n'ai pas encore pu jouer avec, mais des retours que j'ai entendus, ce commandant est un petit peu décevant, dans le sens où les artefacts et les enchantements qu'on transforme en créatures n'ont pas le piétinement, et vu que dans l'extension il y a beaucoup de petites créatures, ça va être facile de bloquer ces 4-4 avec des 1-1 pour les adversaires. Donc ils peuvent bloquer les attaques sans prendre trop de risques, on va dire. Voyons voir ce que le deck nous réserve. Donc on a évidemment le commandant. Ensuite, on a le deuxième commandant potentiel, qui est un loup qui va donner la cascade au sort d'enchantement de notre main, qui est aussi vachement cool, mais qui, bizarrement pour un commandant alternatif, ne joue pas du tout sur les artefacts, donc ne va pas dans la même direction que le commandant principal du deck. Donc si jamais vous voulez jouer celui-là en commandant, il va falloir enlever la majorité des gros artefacts du deck, puisqu'il n'y aura plus de synergie. Donc vous pouvez partir dans cette direction-là aussi, mais il va falloir changer une grosse partie du deck. Ensuite, on a Imagine Creatures, donc c'est les... Je sais pas comment ils ont appelé ça en français, ça va être les invités surprises des Planeswalkers de Magic. Donc les arpenteurs en français, ce sont ces êtres qui peuvent passer de monde en monde. Et bien, quand ils arrivent dans ce monde-ci, ils se transforment en créatures mignonnes eux aussi. Alors ça n'est pas canon à l'histoire, c'est simplement des réimaginations de ce que donneraient ces personnages s'ils arrivaient dans ce monde-là. Donc là, en l'occurrence, on a Domri qui se transforme en porc épic, je crois, qui est plutôt rigolo. Évidemment, ça ne peut pas être canon parce qu'il me semble de mémoire que Domri est mort dans l'histoire, et donc ils se sont amusés comme ça à réimprimer des personnages qui sont emblématiques, mais potentiellement qui sont morts dans la narration. Donc ça fait quand même plaisir de les revoir sous des formes alternatives, et avec des illustrations étendues aussi, donc ça c'est plutôt sympa. En tout cas, moi je trouve ces cartes très jolies. Alors ça commence par les jetons, donc des petits jetons de nourriture toutes mignonnes. Et les nouveaux jetons, donc là des hamsters, on peut voir, ah ça c'est les chats du chariot d'Ezika, si j'ai pas de bêtises, on peut voir à quel point les illustrations sont très belles pour cette extension, c'est très stylé. Et maintenant, passons au deck. Alors, étonnamment, on va commencer par une carte qui n'a pas forcément complètement sa place dans ce deck-ci, parce qu'il n'y a pas vraiment de synergie avec le reste du deck. En tout cas, Etali, qui permet de faire de l'avantage de cartes, on va dire, qui permet de faire un genre de pioche, donc même s'il n'y a pas vraiment de synergie, ça reste sympa de pouvoir jouer des cartes supplémentaires en rouge. Et on commence dans les nouvelles cartes tout de suite avec la progéniture, donc ce sont ces mécaniques-là qui sont nouvelles. On peut, quand on lance une carte, payer 1 en plus, pour en créer une copie avec les mêmes effets, seulement elle va être un peu moins forte. Donc ça va être une carte qui est potentiellement très forte, qui permet de créer des trésors engagés quand on attaque. Les trésors, c'est une mécanique dans Magic qui permet de faire du mana et de le garder d'un tour sur l'autre. Donc c'est en général très très fort, des cartes qui veulent
potentiellement chère, bien que celle-ci, on ne sait pas du tout si elle va valoir le coup financièrement puisqu'elle vient de sortir, mais en tout cas une carte qui peut être forte sur le long terme à voir. Certaines de ces cartes sont donc des nouvelles cartes créées spécialement pour le deck, je ne sais pas précisément lesquelles, parce qu'en général l'ordre dans le deck n'est pas hyper bien respecté, donc l'oiseau, le faucon, je ne suis pas sûr si ça l'était, le talent de l'alchimiste en tout cas, ça c'est une nouvelle carte, donc les talents, il y en a plusieurs, peut-être un par deck, ça je ne suis pas sûr. Ce sont donc les cartes de classe qu'on avait pour Donjons et Dragons qui sont revenues dans cette extension-là. Donc là, en l'occurrence, on va avoir le talent de l'alchimiste. Donc c'est des cartes où on paye le coût en haut à droite pour la faire arriver en jeu, et ensuite on va payer des coûts supplémentaires pour la faire monter de niveau pour avoir de plus en plus d'effets. Donc c'est assez intéressant, ça permet de jouer des cartes peu chères au début, et au fur et à mesure de la partie, quand on a le mana, de les améliorer. En l'occurrence, celui-là joue sur les trésors. Alors, des critiques que j'ai entendues, il n'est pas forcément hyper bien placé dans ce deck, mais en tout cas, la carte serait forte en elle-même, et mise dans le bon deck, dans la bonne synergie, une carte qui peut être très très forte. En plus, là, l'illustration est magnifique. Une très belle réimpression qui donne la double initiative à nos créatures, ça c'est une carte qui marche très bien. Là, on va avoir plusieurs cartes qui vont donner de l'avantage en combat. On a toute une synergie de trésors dans ce deck qui peut avoir sa place ou non. Après, c'est à nous de voir comment on veut, dans quelle direction on veut emmener le deck. Un magnifique Chaos Warp, donc la distorsion chaotique, qui est un des anti-bêtes emblématiques en rouge, qui a été réimprimé avec une illustration avec un animal mignon dessus, qui est plutôt rigolo. C'est un raton laveur qui se fait transporter par hasard sur la plaine de Kamigawa. En tout cas, très bonne carte dans les decks rouges. Voilà, je passe, j'ai pas des commentaires sur toutes les cartes, hein. Ça c'est très bien aussi, violence gratuite qui va doubler les blessures qu'on fait, donc très bon dans un deck rouge où on veut taper avec nos créatures. Pareil, déferlement de l'orage de guerre, qui est une nouvelle carte si je dis pas de bêtises, qui me fait penser à Impact Tremor, sauf que là, au lieu de faire un dégât, ça va faire autant de dégâts que la force de la créature, qui a l'air sympathique, même si 6 mana ça me paraît quand même cher à jouer, mais à la limite pourquoi pas, surtout que dans ce deck, nos enchantements et nos artefacts ne sont pas inutiles, puisqu'elles ce sont aussi des créatures évidemment. Le Cobra de Lotus qui sert à faire du mana, qui est une très bonne carte. Une des nouvelles cartes, c'est un ours qui n'a pas forcément beaucoup de synergie avec le deck, mais est une jolie carte, voilà, pourquoi pas. Puis bon, il faut bien des grosses cartes dans le deck un petit peu quand même. La Blairel, donc on peut voir que dans ce deck, il y a aussi un thème de Saprobionte, pareil, c'est un petit peu étrange, je vois pas trop le rapport avec les artefacts et les enchantements, mais à la limite, pourquoi pas, c'est sympa d'avoir des cartes qui jouent là-dessus, on sent qu'ils ont tenté plusieurs choses dans le deck, et éventuellement, si vous voulez faire un deck optimisé, il va peut-être falloir réduire le nombre de thèmes dans le deck, pour en choisir un plus précisément. Après, c'est quand même une bonne carte pour faire du mana en début de partie. En tout cas, elle a sa place dans le deck, même si le thème des Saprobiontes n'est pas forcément indispensable. Un magnifique raton laveur qui fait du mana. Le mieux taillé des alliés, qui est une nouvelle carte qui a l'air vachement bien. Ils ont d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, réduit les effets d'arrivage sur le champ de bataille. Maintenant, ils appellent ça juste arrive, au lieu d'arriver sur le champ de bataille. Donc ils ont un peu réduit le truc, c'est un petit peu étrange, mais bon, faut juste le savoir. Donc quand ça arrive sur le champ de bataille, on va mettre des marqueurs +1/+1 sur une créature étant la force de cette créature, et au début de notre étape de fin, on pioche des cartes si on contrôle la créature avec la plus grosse force du board, ce qui est plutôt cool, du card advantage en vert, c'est toujours sympa. Galta, fin primordiale, qui n'a pas vraiment de synergie avec le deck, mais qui reste une 12-12 piétinement, ce qui est toujours très bien, c'est un gros dinosaure, on l'aime bien. Et puis elle coûte X de moins à lancer étant la force totale de nos créatures, puisque nos artefacts, nos enchantements seront des créatures, et bien potentiellement ça va coûter beaucoup moins. Le chariot d'Issika qui est très fort, croissance surnaturelle, une des cartes que je préfère en mono vert, puisque elle va doubler la force et l'endurance de nos créatures pendant tous les combats, même ceux des adversaires, ce qui est très cool. Maintenant, dans un bicolore compliqué, parce que ça coûte 4 mana vert à jouer, ça peut poser problème, mais je pense que ça a quand même sa place dans ce deck-ci. Une des cartes prisées, on va dire, de ce deck-là, car c'est une réimpression qui coûtait cher, c'était une carte qui coûtait dans les 10 € avant la sortie de ce deck, et donc les gens sont contents de la revoir, qui permet d'échanger nos créatures contre des cartes à piocher, donc pourquoi pas, c'est très bien. Kodama, pareil, qui a pas été imprimé depuis Commander Légende, qui permet de jouer des cartes gratuitement, donc c'est plutôt cool. Grotama, elle qui dévore tout, alors une carte un petit peu spéciale, qui n'a pas été réimprimée depuis très très longtemps aussi, si je dis pas de bêtises, depuis Battleband en 2018. Il y a des gens qui en sont fans, moi je ne comprends pas l'intérêt de la carte. Globalement, ça force des combats, après c'est une 18 pour 5, donc ouais, mais bon, bah il y a... je sais pas.
Je sais pas trop quoi en penser, moi je suis pas sûr que ce soit une bonne carte, mais en même temps elle a pas l'air non plus horrible, donc pourquoi pas. Les Valottes déchaînées, pas vraiment de stratégie dans le deck, mais ça reste une des meilleures cartes en vert, globalement, hein. Dès qu'on joue des terrains, on va mettre des 4-4 bêtes, en plus c'est une 4-4 piétinement de base, donc pourquoi pas. Ensuite on va passer sur les artefacts et les enchantements. Alors, donc on va commencer avec le stock des trafiquants d'alcool, qui est une carte qui vaut cher, parce que dans un deck qui synergise sur les trésors, ça peut être très fort. Après, dans ce deck-là précisément, est-ce que c'est bien? Bah, pas forcément. Donc en gros, ce que ça fait, c'est que nos terrains, au lieu de s'engager pour faire un mana, ils s'engagent pour faire un trésor qu'on peut utiliser pendant un autre tour. Donc on peut juste voir ça comme une façon de stocker du mana, mais en fait c'est plus fort que ça, parce que les artefacts, eh bien, servent à d'autres choses. Ils peuvent servir à réduire des coûts, à être sacrifiés, à déclencher des capacités de plein de créatures ou de permanents qu'on contrôle. Donc en fait c'est une carte qui est plus forte que ce qu'on pourrait penser, sauf que elle coûte 6 mana et il faut du vert, donc ça peut clairement pas aller dans tous les decks, dans toutes les stratégies. Et puis 6 mana c'est quand même très cher pour pas faire grand chose. Alors après dans ce deck-ci ça va aussi être une 4-4 quand même, donc ça sert pas à rien, mais j'ai du mal à voir vraiment pourquoi c'est là. Même si bon vu que c'est une carte qui vaut un petit peu d'argent, ça fait plaisir de l'avoir dans une réimpression, dans un deck à pas trop cher, même si ces decks sont vendus entre 40 et 50 euros, donc c'est pas non plus donné, mais bon, c'est pas les decks à 80 euros qu'on a pu voir récemment. Ensuite, je passe Don Primitif, Lotus Doré, ça fait du mana, c'est cool, c'est un artefact, et Shindishsa qui détruit en permanence, un artefact, donc ça va se transformer en créature. Les terrains, je sais pas précisément ce qu'on a dedans, c'est vrai que je me suis pas trop intéressé, mais je pense qu'on va avoir des terrains basiques pour un bicolore, hein. On a des terrains... Voilà. Ouh, verger exotique avec une très belle nouvelle illustration, je la trouve vraiment incroyable, alors je vais la montrer de près, voilà. Très belle couleur, petite souris au milieu de son garde-manger, là, c'est magnifique. Montagne et forêt en même temps, on peut aller la chercher avec des cartes qui nous font chercher une montagne ou une forêt, ok. Des terrains qui peuvent arriver dégagés sous condition, des terrains qui se transforment en créatures, très bien. Voilà, donc c'est le classique de la mana base bicolore, hein. On va pas avoir de terrain qui joue sur le nombre d'adversaires parce que ces cartes-là valent trop cher, mais on a tous les terrains classiques entre 2 et 3 euros, on va dire. Très bien, pont de fange mousse qui permet de jouer une carte au-dessus de la pioche. On sort des terrains et on retourne avec un board wipe, je sais pas précisément comment on appelle ça en français, acte blasphématoire qui est la plus connue des destructions de champ de bataille en rouge, qui va infliger 13 blessures à chaque créature et qui va coûter 1 mana de moins pour chaque créature sur le champ de bataille. Donc c'est un classique, mais ils ont imprimé avec une nouvelle illustration avec des petites souris dessus qui vont faire un blasphème. Et ben c'est tout mignon, même si elles vont probablement griller comme des saucisses, c'est très très beau. On retourne dans la génération de mana avec un elfe, pourquoi pas, ça fait du mana, c'est cool. La Dryade des jeunes pousses, donc je disais qu'il y avait un petit thème de saprobionte dans ce deck-là, et bien voilà, ça c'est une des grosses réimpressions du deck. La Dryade valait très cher, avant la sortie de ce deck elle valait plus de 10 €, et elle crée des saprobiontes, donc c'est une carte qui est très bien dans les decks saprobiontes. Après dans ce deck-ci, j'ai du mal à voir sa place, mais à la limite pourquoi pas, et puis vous pouvez toujours l'enlever du deck pour l'utiliser dans un deck saprobionte, ou pour la revendre, ou pour en faire ce que vous voulez. Donc bonne carte en soi, dans ce deck là je sais pas, mais je suis content de l'avoir. Griffe Boyau qui réduit les coûts de mana, très bien, c'est cool. Ensuite on va avoir des capacités, voilà, qui permettent de renforcer les créatures. Ensuite on a de l'anti-bête, un petit véhicule à base de hamster, donc c'est globalement la sphère de bataille Myr qui a été réimprimée avec des hamsters. Enfin, donc c'est pas la même carte, mais je veux dire, l'idée de la carte c'est exactement la même, sauf que là c'est un véhicule, donc il faut le piloter pour qu'elle soit une créature, sauf si vous avez le commandant, puisque évidemment le commandant fait que les véhicules qui coûtent plus de 4 mana sont des créatures, tout simplement sans avoir besoin de les piloter. Voilà, on a des petits ratons laveurs. Explorer, pareil, nouvelle illustration, très jolie, bonne carte en vert, c'est parfait. C'est incroyable. Cherche au loin, nouvelle illustration. Culture, pareil, nouvelle illustration. C'est nickel, c'est super. Moi, je suis très fan de ces decks, en tout cas. Je vous le dis dès maintenant, spoiler, pas besoin d'attendre la conclusion. Des cartes qui font du mana, voilà, très bien. Urne dépensée, pourquoi pas. J'ai du mal à voir la synergie avec le deck. Nombre de cartes en main, on va pas piocher tant que ça dans ce deck-là, donc c'est pas forcément très important. Près de la génération de mana pour 2, ça mange pas de pain. Cacher des ésotérismes, pareil, nouvelle illustration. Mais bon, ça c'est classique, hein, il en faut une dans tous les decks commandants, globalement. Voilà, un petit peu de génération de mana avec les trésors.
une petite fissuration qui va détruire soit une petite créature, soit un artefact. Très bon anti-bet et destruction d'artefacts, un petit peu de rampe. Tribu Sakura, c'est du rampe aussi. Donc le rampe, c'est la génération de mana, bien sûr. Réveiller la bête, classique. Si vous jouez vert et que vous voulez détruire une créature d'un adversaire, c'est la première carte à laquelle vous pensez. Pas forcément qu'une créature, d'ailleurs, n'importe quel permanent qu'un adversaire contrôle. Chef de la meute de Garruk, c'est sympa, ça fait piocher des cartes en fonction de nos créatures, c'est très cool. Harmonisation, nouvelle illustration aussi avec des petites grenouilles toutes mignonnes qui permettent de piocher sans condition, ça c'est bien. Soulèvement de Garruk, une de mes cartes préférées en vert, pareil, très cool. Dès qu'on a des grosses créatures qui arrivent en jeu, on pioche, et en plus nos créatures ont le piétinement, donc ça c'est gratuit, et c'est d'ailleurs très bien avec le commandant, puisque les artefacts, les enchantements transformés en créatures par le commandant n'ont pas le piétinement, donc cette carte est très importante si vous voulez taper avec. Cachette Grue revient sur le mana, Serre Bruni, mana aussi, Archivédron, pareil, toujours du mana, il y a beaucoup de mana dans ce deck, après ça peut être bien, ça peut permettre d'être sûr de jouer nos grosses créatures, puisque... Ouh, Dynamotran, très sympa aussi, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, c'est cool. Nouvelle anneau solaire avec nouvelle illustration. Très jolie, même si j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est sous, mais pourquoi pas. Mais ce que je disais, c'est que vu que les artefacts et les enchantements pour se transformer en créature, il faut qu'ils coûtent 4 mana ou plus. Donc on va jouer que des grosses cartes dans ce deck-là, c'est pour ça qu'il y a il a besoin de beaucoup de génération de mana. Mais du coup, ça peut rendre le deck lent de devoir jouer des grosses cartes, c'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup de rampes. Après, si vous piochez que ça tout le temps, vous n'allez pas pouvoir jouer beaucoup non plus. Donc c'est compliqué en général dans ce genre de deck là de trouver un bon équilibre, et de ce que les gens disent de ce deck là, il est peut-être trop lent pour être vraiment compétitif. Je dis compétitif casuellement, hein, on va dire. Compétitif par rapport aux 3 autres decks qui sont sortis en même temps, je veux dire, voilà. Tour du commandement, pareil, nouvelle illustration, c'est un petit peu mignon, c'est une genre de cabane à oiseaux, je ne sais pas trop, au bout d'une branche, c'est sympa. Tour du reliquaire, pareil, je vois pas trop la logique, parce qu'on va pas piocher tant que ça dans ce deck-là, mais pourquoi pas. Et ça finit avec des terrains de base, donc des petites montagnes, et des forêts. Et voilà. Voilà pour le premier deck. Maintenant, on va ouvrir les cartes aléatoires qui étaient présentes avec le deck. Donc, c'est l'échantillon de booster collector, ils appellent ça. Donc, ils disent qu'il y a 3 cartes dedans, mais de mémoire, il y a une des 3 cartes, c'est un jeton, donc ça ne vaut rien. Donc, il y a 2 cartes aléatoires, potentiellement foil. Je crois qu'il y a une foil, une pas foil. Les foils, c'est les brillantes, hein, bien sûr. Alors, voyons voir ce qu'il y a dedans. Donc, effectivement, la première carte, c'est un jeton, donc ça n'est pas vraiment une carte. Alors, attention. Shing! Ouh, notre première carte. Ouh. C'est une mythique, donc super cool, c'est une loutre toute mignonne avec des bords alternatifs, donc ça c'est très stylé aussi. J'ai aucune idée de ce que cette carte vaut en termes de puissance, de si elle est jouable ou pas. En tout cas, c'est tout mignon. C'est une mythique, donc c'est très cool, et de l'effet que là je suis en train de lire actuellement, ça a l'air plutôt cool en vrai, hein. Plutôt fort, on peut copier une capacité, pourquoi pas, et après il faut l'avoir boosté auparavant, mais avec la prouesse ça va se booster tout seul. Dans l'idée, je trouve que c'est une carte qui est plutôt cool, donc je suis plutôt content de l'avoir eu. Et la deuxième carte, c'est aussi une loutre, c'est le mage du scintillement, et qui est foil, lui, l'autre ne l'était pas. Donc avec la progéniture, et qui va permettre de, quand on lance des sorts, de faire des blessures, donc les 2 cartes vont très bien ensemble. Et ben, c'est très cool, donc voilà. Donc ça c'était le premier deck, et on va passer au deuxième. Deuxième deck, ça va probablement être mon préféré, il s'agit du deck écureuil. Alors le deck écureuil, c'est donc le deck vert-noir, qui va vouloir créer des jetons écureuil, les utiliser pour produire du mana, et ensuite on va créer encore plus de jetons écureuil, ou autre. Pareil, cette illustration est magnifique, un monarque écureuil, chef d'une assemblée, c'est très cool, et si vous avez déjà un deck écureuil comme moi, vous pouvez potentiellement mélanger les 2 decks pour pouvoir synergiser avec votre création de jetons. Donc en tant que commandant, il fait très bien l'affaire, il va créer des jetons, créer du mana, c'est tout ce qu'on demande pour un deck avec du vert. J'ai du mal à voir le côté noir de ce commandant, à part le fait qu'il fasse perdre des points de vie, mais pourquoi pas. Le commandant alternatif, ça va être le gang du gland biscornu, écureuil et guerrier, menace pétilement portée, donc c'est une 5-5 pour 5, une grosse carte, et qui va booster tous nos écureuils en leur permettant de s'engager pour booster un autre écureuil. Et ensuite il va nous faire piocher des cartes, donc une très bonne carte aussi. Les 2 vont bien évidemment très bien ensemble, niveau synergie. Je saurais pas vous dire laquelle est la meilleure pour piloter le deck. J'ai envie de dire le principal, parce qu'il coûte un petit peu moins cher et il permet de créer plus d'écureuils,
même si le deuxième a l'air très cool aussi. Ensuite, dans l'arpenteur présent dans le deck, c'est évidemment Garruk. En noir-vert, c'était convenu, mais c'est plutôt rigolo de le voir comme ça, transformé en animal. Je dirais que c'est un ours, je suis pas forcément sûr, mais c'est plutôt rigolo à voir. J'ai du mal à le prendre au sérieux tel quel, mais pourquoi pas. Donc, qui va créer des loups et détruire des créatures ciblées, ce qui est très bien, puisque notre commandant principal peut permettre de copier des jetons, même si ce ne sont pas des écureuils, donc ça marche avec les loups. Et détruire des créatures, c'est très fort évidemment. Et si jamais on arrivait au -6, on pourrait booster toutes nos créatures, ce qui est aussi très très bien dans un deck où on va en avoir beaucoup. Vu que le deck va vouloir créer beaucoup de jetons, eh bien ils en ont mis plein, donc on va passer rapidement. Ah, je vois un Eldrazi. Des parasites, araignées, soldats, des rats tout mignons. Une chèvre, voilà. Alors, j'aime bien cette carte, je sais pas qu'elle était dans ce deck-ci. L'envoûteuse qui va créer des rats quand elle arrive en jeu, et qui peut permettre, en sacrifiant des créatures, de détruire des créatures adverses, ce qui est une très bonne carte, dans les decks rats en tout cas. Dans ce deck-ci, à voir ce que ça donne, mais dans l'idée, ça me paraît plutôt cohérent. Prigivore insatiable, qui est une nouvelle créature qui va permettre d'échanger des nourritures contre du boost et de la menace pour toutes nos créatures. Plutôt cool. Une chauve-souris qui va se booster avec des marqueurs +1/+1 quand on sacrifie des artefacts, ce qui va souvent être des jetons de nourriture, donc pourquoi pas. En plus ça vole, donc il y a de l'évasion. C'est plutôt sympathique, même si je vois beaucoup de synergie jusque-là. Le massacre de la Grouitière, qui est une de mes nouvelles cartes préférées, je crois, qui fait référence au terrain la Grouitière, qui joue par rapport aux insectes, aux rats, aux araignées ou aux écureuils. Et bien ça, c'est pareil, sauf que c'est un destructeur de champ de bataille, un board wipe, comme on dit, qui va permettre de créer des écureuils, et après, en fonction de ce qu'on a dans les insectes, les rats, les araignées, les écureuils, eh bien, on va faire -1/-1 à toutes les autres créatures qui ne sont pas de ces types-là, ce qui va permettre de détruire toutes les créatures des adversaires, sauf les nôtres, si on a suffisamment de cartes sur le champ de bataille. Donc c'est très très fort, pour 5 mana, ça me paraît être une carte complètement jouable. J'avais peur que ce genre d'effet-là, ils le mettent à 6 ou 7 mana peut-être, comme on a l'habitude de le voir sur les board wipe en noir, mais là à 5 mana, ça me paraît très bon. Le maître concocteur de noisettes, donc un nouvel écureuil, tout mignon, et c'est sympathique, on va exiler des trucs, et donner les capacités de ces trucs à nos nourritures. J'ai du mal à voir comment ce sera utilisé, mais pourquoi pas. Voilà, on va faire des chèvres. Scié en deux, qui est une réimpression de Unfinity, où c'était une carte du cirque à la base, qui n'était pas censée être prise au sérieux, qui permet de couper une créature en deux. On va diviser par deux sa force, son endurance, et garder les effets des deux. En l'occurrence, du coup, ça fait 2 triggers de déclenchement de capacité de création de jetons et 1 de meurtre de créatures, donc potentiellement ça peut faire pas mal d'effets intéressants. C'est une carte que j'avais du mal à placer dans mes decks personnellement, parce que j'ai du mal à voir quelles sont les synergies où cette carte vaut vraiment le coup, parce que par exemple si on veut se débarrasser d'une carte d'un adversaire, bah, cette carte fait pas vraiment l'affaire, puisqu'elle va juste créer 2 copies de la carte en question, même si on divise leur puissance par 2, c'est pas forcément très utile, ça peut même être l'inverse. Dans ce deck-ci, ça peut être bien, parce que du coup ça va créer des jetons. Après, à voir à quel point elle est bien, les gens sont contents parce que cette carte valait cher, ce que je ne savais pas, étonnamment, parce que c'est pas une carte qui me paraît si forte que ça, mais bon, pourquoi pas, les gens sont contents de l'avoir en tout cas, moi je sais pas trop quoi en penser, et du coup il y a une nouvelle illustration qui représente un écureuil, donc c'est tout mignon, pourquoi pas. Seigneur Rock qui fait des rats, les rats ils ont un contact mortel, très bien. Décret de souffrance, voilà, on va détruire toutes les créatures. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que souvent en mono noir, les effets de destruction de toutes les créatures sont chers. Par exemple, celle-ci coûte 8, ce qui coûte très cher, même si ça nous fait piocher, donc ça c'est pas trop mal, et on peut la recycler. Quand on la recycle, ça coûte moins cher, mais ça fait que -2/-2. Je sais pas trop ce que je pense de cette carte, ça me paraît pas forcément incroyable, parce que ça coûte très cher en mana, mais en même temps, vu que le commandant permet d'engager nos écureuils pour du mana, ça peut potentiellement être jouable, à voir ce que ça donne. Une nouvelle classe du gourmand, c'est une classe, le gourmand, visiblement, pourquoi pas, qui va jouer sur les nourritures. Ensuite, oula, il y a beaucoup de choses. On va pouvoir copier des jetons, ou créer des marqueurs, ou poser des marqueurs, ou créer des écureuils, ça a l'air vachement bien. On peut aussi faire sacrifier même, et on peut choisir le même mode plusieurs fois, on peut choisir 3 modes, ben ça a l'air d'être vachement jouable comme carte, tiens. Des écureuils avec la myriade, l'avant-coureur du grand terrassement, j'aime pas cette carte, elle coûte beaucoup trop de mana, 8, pour moi c'est pas très jouable, pour donner seulement +2/+2, après bon d'accord c'est une 7/7 en elle-même, mais il n'y a pas vraiment de synergie là avec le deck que je vois immédiatement, potentiellement oui c'est pas mal, mais je pense qu'il y a d'autres cartes qui font le même genre d'effet qui coûtent moins de mana. Un stack a créé des araignées, pourquoi pas.
l'ermite classique qui crée des écureuils, ouais, sympathique. Toski qui est probablement le meilleur écureuil qui existe dans Magic, car il est indestructible et surtout il va me faire piocher à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, ce qui est vachement cool. Il peut pas non plus être contrecarré. Très très bonne carte parce qu'on peut piocher beaucoup et puis les gens ont du mal à s'en débarrasser. Ascension du maître des bêtes. Oh, je ne savais pas que cette carte était dans le deck. C'est une de cartes classiques dans mon deck Elf qui a ici une nouvelle illustration avec des créatures. Ah, et on a perdu l'image. C'est une carte très sympathique, puisque on va mettre des marqueurs de quête dessus, et une fois qu'on a rempli notre quête secondaire, toutes nos créatures vont avoir +5/+5. Et comment on fait? Et pour faire la quête, et ben c'est simple, on fait ce qu'on veut déjà faire dans ce deck, c'est-à-dire juste attaquer avec cette créature. Si on a cette écureuil sur le board et qu'on attaque avec, immédiatement, pendant le même combat, ils vont avoir +5/+5, donc immédiatement nos 1/1 vont être des 6/6, ce qui est vachement bien comme carte, moi je l'adore. Deuxième récolte, pareil, un classique des decks de jetons, puisque ça va tout simplement doubler nos jetons, ce qui est vachement cool. Nouvelle illustration avec des animaux mignons, super cool, je suis ravi de l'avoir dans ce deck-ci, c'est super. Révélation chamanique, on va piocher des cartes, c'est très fort. Grande dent, voilà, quand je disais qu'il existait déjà des decks écureuils dans Magic dans ces couleurs-là, eh bien c'était lui auquel je pensais en tant que commandant. J'ai un deck grande dent qui va créer des jetons écureuils en plus des jetons qu'on essayait déjà de créer, et surtout, ce qui est fort, c'est le deuxième effet, qui va nous permettre, en sacrifiant des écureuils, de détruire des créatures adverses. Donc c'est un commandant qui fait et de la génération, et qui va faire de l'anti-bet, donc c'est une carte très très forte, et qui valait un peu d'argent d'ailleurs, je crois, entre 5 et 10 euros de mémoire, donc les gens sont contents de l'avoir réimprimé. Victime de la guerre, un classique qui détruit plein de trucs, voilà, on va avoir un petit peu d'anti-bet. Nexus de Masquebois qui réimpression qui est très cool, parce que la carte valait entre dans les 6 euros de mémoire quand je l'avais acheté pour mon autre deck écureuil, qui est vachement bien globalement. On va donner tous les types de créatures à toutes nos créatures, si j'ai pas de bêtises. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc en gros, tout va être des écureuils, tout va se faire booster en fonction de, des cartes qui sont des cartes tribales. Fabricateur de l'Académie, un classique indispensable dans ce deck-là. Dès qu'on crée des jetons, dès qu'on crée soit des trésors, soit des nourritures, soit des indices, on va créer les trois. Donc ça, globalement, ça triple nos déclenchements de création de jetons, ce qui est très fort. Ensuite, on a les terrains classiques en bicolore, hein, avec du regard, avec des trucs qui arrivent dégagés si on contrôle des forêts. Assez sympa, Oran Reef, qui permet de mettre un marqueur sur les créatures arrivées ce tour-ci. C'est un terrain à ne pas sous-estimer, ça marche bien. Voilà, la Grutière dont je parlais tout à l'heure, qui n'a pas été réimprimée depuis très longtemps, si je dis pas de bêtises, 2019 dans Mystery Boosters. Du coup, je suis content de l'avoir réimprimé ici, parce que c'est un terrain classique si vous aimez jouer soit insecte, soit rat, soit araignée, soit écureuil, parce que tout simplement, ça permet d'en régénérer un pour, j'ai envie de dire gratuitement. Le seul effet négatif, on va dire, c'est que, il fait de mana incolore au lieu de faire du mana coloré, mais c'est quand même un vrai avantage, parce que ça peut permettre de protéger notre commandant, par exemple. La régénération, hein, ça veut dire que si jamais il devait mourir, il meurt pas, il est juste engagé à la place. Donc on peut protéger notre commandant une fois, ce qui est plutôt très fort. Et donc là, avec une nouvelle illustration, qui n'est pas du tout mignonne par contre, mais qui est dans le thème, donc très bien. Verge exotique, on a vu tout à l'heure. Lampe de la Noah, oui, voilà, il y a des classiques, hein. Voilà, tout ça c'est sympa, on a du mana, on a un peu de pioche. Ouh, loi d'or, je savais pas qu'elle était là. Qui fait de la nourriture et qui permet de sacrifier la nourriture pour faire du mana, donc qui peut être une bonne carte de rampe en début de partie, parce qu'évidemment elle ne coûte que 1 mana, donc en début c'est très bien. Si vous l'avez en fin de partie, c'est un peu moins bien, parce que ça tape de 0, donc pas forcément incroyable, il faut avoir des nourritures pour qu'elles soient vraiment justifiées. Après elle peut en créer elle-même, donc à la limite, je pense qu'elle est jamais vraiment inutile. Crash Gland classique dans les decks écureuils, hein, ça va les booster, tu peux en créer aussi. Destruction de permanent, ok. Ouh, Bélédros, une des belles réimpressions de ce deck-là, parce que cette carte vaut dans les 12-15 balles, si je dis pas de bêtises. Très bonne carte. Niveau synergie là, ça synergise pas directement avec les écureuils, mais ça va créer beaucoup de parasites 1-1, donc ça c'est bien en soi, je pense que dans le deck, en tout cas, ça a sa place. Et en fait, l'effet le plus fort, c'est pas la création de jetons, hein, c'est le payer 10 points de vie, dégager tous les terrains que vous contrôlez. Ça, c'est extrêmement craqué. Si vous voulez jouer un tour explosif, vous jouez toute votre main en utilisant vos terrains 2 fois. En plus, elle vole, en plus, elle fait des tokens. Très bonne carte, très bonne réimpression. Idole oubli, on peut piocher, voilà. Et puis du coup, non, je connais pas cette carte. Si on a un hamster, une souris, un rat, un écureuil, on peut la faire arriver attachée à une créature. Donc ça, c'est assez sympa, et ça va booster pour chaque créature de base ou d'endurance ou de force 1. Donc ça veut dire que même si vous les boostez,
ça marche quand même. Plutôt cool comme carte, ça a l'air vachement bien. Après, ça booste qu'une seule carte dans un deck qu'on veut go wide, comme on dit, c'est-à-dire avoir beaucoup de petites créatures. J'ai du mal à avoir l'intérêt d'en booster qu'une seule. Après, ça peut être intéressant de booster Toski, l'écurie indestructible, ou alors même éventuellement notre commandant si on veut faire des dégâts de commandant. Je suis pas sûr, personnellement, de garder cette carte dans le deck, mais la carte en soi a l'air bien. Opportunisme morbide, très bonne carte. Dès qu'on a une créature qui meurt, on pioche. Poissonneur de peste, très bien. Quand cette carte arrive en jeu, chaque joueur sacrifie une créature, nous y compris. Nous, on va le virer lui-même parce qu'on ne veut pas buter nos écureuils. Mais globalement, on va faire sacrifier une chose à chacun de nos adversaires, donc c'est plutôt cool. La nuit, voilà, on a des déclenchements quand des choses meurent, pourquoi pas. Un peu comme l'artiste de sang. Voilà, il y a de la pioche, bastion de souvenir pareil, comme l'artiste de sang. Quand des trucs meurent, on va pinguer les adversaires. Pinguer, c'est leur faire perdre un point de vie. Ensuite, saisie de cage. Bon, on va faire de la nourriture, ok. Tempête cactante, très bien. Avec le déluge, on va faire des écureuils. Ça, c'est classique, ça fait piocher, voilà. Ça ping quand les créature meurt, un très bon écureuil, un classique. On va détruire un truc, ok, c'est très bien aussi, ça c'est pareil, c'est très bien, on détruit des trucs. On reste dans le on retourne dans le mana, ok, ça c'est pas forcément incroyable, mais on peut aller le fetcher puisque ça a les types de marais forêt. Très bien, lui il va faire des écureuils. Alors personnellement je suis pas hyper fan de cette carte parce que en fait, elle est bonne que si on arrive à la booster, et c'est pas dit qu'on arrive à le faire. Sachant que notre commandant, je ne crois pas qu'il booste les créatures, lui en tout cas. Non, mais le commandant alternatif le fait par contre. Franchement, pourquoi pas, mais je sais pas si je la garderai personnellement. Elle peut être bien en début de partie, mais après elle sert un peu à rien. On va faire des trésors, voilà, lui pareil, il ping comme l'artiste de sang, je me demande s'il est dans le deck, mais ce serait logique. Lui il booste les écureuils, c'est sympa, on va faire des trésors. Un exil d'artefacts ou d'enchantement. Ouais, c'est un insecte, ah oui, c'est pour ça que c'est mal. Ça, c'est très très fort. À chaque fois qu'un terrain arrive en jeu, on fait un trésor. C'est une carte très très forte à ne pas sous-estimer. Si vos ennemis l'ont, ne les laissez pas faire. On peut créer des écureuils. Lui, il est nouveau. Il va se booster en fonction des écureuils. C'est très bien, c'est mignon aussi. De l'exil, d'artefact et d'enchantement. Ça, c'est un peu étrange, j'ai du mal à voir l'intérêt. Ça va faire un de nos terrains contre double. Et on peut le sacrifier, l'enchantement, pour faire une 2-2 loup. Je sais pas trop si ça sert à quelque chose, hein, personnellement. Je préférerais peut-être avoir un terrain de base à la place, mais bon, pourquoi pas. Putréfié, très bien. Un anti-bête classique, le cachet pour faire du mana, un autre cachet aussi pour faire du mana. Le talisman, très bien, dans les decks bicolores, les talismans c'est super. L'anneau solaire évidemment. Le pince-crâne, ouh, c'est cool qu'il y ait le pince-crâne là, pareil, c'est une carte qui vaut un peu d'argent. Aux dernières nouvelles, quand j'avais regardé, elle valait dans les 8 €. Après, je sais pas si j'étais à jour, mais en tout cas, très bien. Hein. Ça donne plus 1/-1 à une créature, donc on l'équipe à une 1-1, ça veut dire qu'elle va mourir instantanément, puisqu'elle aura -1. Et à chaque fois que la créature équipée meurt, piochez 2 cartes, donc en gros, vous l'équipez à un écureuil 1-1, et ben vous échangez votre écureuil contre 2 cartes de pioche, ce qui est très fort si vous avez bien construit votre deck et que vous êtes sûr de piocher des cartes meilleures, excepté les terrains, parce qu'on peut toujours piocher de ça, mais dans l'idée, c'est vachement bien. Voilà, retourne dans les terrains, voie de l'ascendant, c'est très bien dans les decks tribaux. Étendue sauvage, mais je crois, j'ai pas fait attention, mais l'immensité terramorphe et les étendues sauvages ont toutes les deux des nouvelles illustrations, c'est assez cool. C'est des terrains classiques qui marchent, j'allais dire qu'ils marchent bien, non, ils marchent bien dans les decks 3 à 5 couleurs, on va dire. Là, dans un bicolore, personnellement, je les jouerais pas, parce que c'est trop lent, hein. Globalement, ça fait arriver un terrain de base engagé. Donc c'est pas terrible, mais dans les plus de couleurs, je pense que c'est bien. Et puis les nouvelles illustrations, c'est cool quand même. Donc remplacez-les si vous avez des meilleurs terrains, mais pourquoi pas. Voilà, ça c'est pareil, un recyclage, ok, bon, si on jouait en mono vert, je pense que je le jouerais, mais dans un bicolore, pour moi c'est compliqué quand même. Je pense qu'ils l'ont mis là juste parce que c'est dans le thème des alliés, mais sinon, je pense que la carte est pas terrible. Celle-ci par contre, très bien, hein, marécage de Bojuka, qui permet d'exilier des cartes dans le cimetière de nos adversaires, c'est des capacités qu'on sous-estime, mais il y a beaucoup de decks qui jouent réanimation, donc se débarrasser de cartes de cimetière, c'est quand même très fort. Bon, le fait que le terrain arrive engagé en échange, c'est pas si grave pour ça, parce que c'est bien. Alors que celui-là juste avant, bah il fait pas grand-chose en fait, il a pas d'effet, il permet juste de le recycler si vraiment on veut plus de terrain. On a toujours un peu envie de terrain, donc j'ai du mal à voir l'intérêt. Voilà, ça c'est bien, ça c'est pareil, personnellement je suis pas sûr de la jouer. Ok, et on va voir des marais à outrance. Je pense que c'est les illustrations de l'extension de base, hein. Je ne pense pas que ce soit des illustrations spécifiques pour le deck. Voilà.
Et maintenant, les cartes de l'échantillon de Booster Collector. Alors, on commence par... Chim Meneur de force de la vallée. Ouh, c'est une jolie petite grenouille à bord alternatif. Chaque fois qu'une autre grenouille, un autre lapin, un autre raton laveur, un autre écureuil que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur blanc sur lui. C'est sympa, c'est une 1-1 piétinement pour un seul mana et qui en plus peut se booster en début de partie, c'est très bien. En commandeur, je sais pas trop si c'est si bien que ça. En même temps, dans le deck écureuil, si on fait beaucoup de petits jetons, ça peut aller très vite et devenir une grosse carte très vite. Franchement, pourquoi pas, c'est une carte qui peut potentiellement être ajoutée à ce deck, donc ça peut être sympathique. Et en deuxième, Marie Calamiteuse en foil en brillante, qui permettent de renvoyer des cartes dans les mains. Bon bah c'est plutôt nul, mais la grenouille est sympathique. En troisième, on va regarder le deck câlin, le deck group hug, qui est donc le deck où on va essayer d'avantager les autres pour qu'ils nous laissent en vie, et discrètement, on va essayer de se renforcer pour voler la victoire derrière. Donc notre commandante, Madame Bourdefleur, est un lapin, une 1-5, elle a la vigilance. À chaque fois qu'on lance un sort, un adversaire ciblé pioche une carte, donc on va aider nos adversaires. Ensuite, on met un marqueur +1 sur une créature ciblée, donc généralement chez nous, hein, donc potentiellement sur elle-même puisqu'elle a la vigilance. Ensuite, elle acquiert le vol jusqu'à la fin du tour, donc sympathique quand même, surtout vu qu'elle a la vigilance, on peut se permettre d'attaquer sans prendre trop de risques. Et si c'est la deuxième fois qu'on le fait, donc si on lance 2 sorts par tour, on va piocher 2 cartes nous-mêmes, en plus de l'adversaire. Donc dans l'idée, vous allez essayer de lancer 2 sorts par tour, piocher 2 cartes par tour, et faire piocher 2 cartes à un adversaire par tour. Donc dans l'idée, c'est sympa, mais faire piocher un adversaire 2 cartes par tour, c'est quand même très désavantageux pour vous. C'est pour ça que c'est probablement le deck le plus difficile à jouer des 4, donc attention à ça. Il va falloir vraiment faire en sorte de vous améliorer sans attirer l'attention, ou alors jouer vos cartes vraiment au dernier moment et les garder en main tant que possible, ou voire même attendre que un autre joueur à la table se fasse éliminer avant même de jouer quoi que ce soit qui puisse paraître dangereux. Donc c'est vraiment un deck un peu compliqué à jouer, mais en tout cas la carte est très jolie, très mignonne. Le deuxième commande du deck, c'est Monsieur Queue de Renard, qui a le lien de vie, et quand on attaque avec, on va piocher des cartes égales au nombre de cartes dans la main du joueur défenseur, moins le nombre de cartes dans notre main. Donc en gros, on pioche des cartes égales à la différence. Si on ne pioche pas de cette manière, on peut jouer gratuitement une carte de créature de notre main. Donc en gros, c'est de la pioche ou du mana, selon combien de cartes on a dans la main. Le lien de vie est un petit peu aléatoire sur cette carte, parce que je crois pas que le deck ait vraiment de synergie là-dessus, mais ça peut permettre de rester en vie temporairement pour essayer de rester dans la partie jusqu'à la fin, parce que c'est ce que veut cet archétype de deck en tout cas. L'arpenteur du deck, c'est évidemment Tamiyo, la chercheuse sur le terrain. Comme je disais tout à l'heure, ce ne sont pas des cartes canon, puisque Tamiyo est évidemment morte, comme tout le monde le sait. Mais elle revient ici en petit lapin, et c'est tout mignon. Et qui va nous permettre de piocher des cartes et d'engager des permanents adverses. Donc un petit peu de contrôle, un petit peu de pioche, très bonne carte dans ces couleurs-là. Et l'illustration est vraiment magnifique. C'est brillant? Ah oui, c'est foil aussi, mais j'avais pas fait gaffe, parce que... on va dire que les foils sont vraiment pas très brillantes dans ces decks, ça c'est un petit peu dommage, parce que moi j'aime bien les cartes qui brillent, mais là je l'avais même pas vu tellement c'est discret, donc c'est un petit peu décevant, mais en tout cas la carte est très belle. Alors on commence avec les jetons, ouh, très jolis jetons. De petites souris, petit lapin, les prisoners, le caf. Oh je m'attendais pas à avoir un jeton de marqueur poison, ça annonce rien de bon. Alors, enchanté adversaire, on va piocher avec un adversaire, donc c'est du group hug classique, hein, on aide quelqu'un et on s'aide nous-mêmes en même temps. Très bien. Ensuite, l'Orane de la troisième voie, qui est une réimpression un peu cool, parce qu'elle vaut un petit peu, enfin elle valait un petit peu d'argent avant cette réimpression-là, qui va permettre de piocher un adversaire et nous-mêmes, donc c'est clairement le thème récurrent du deck. Champion à la Badiane d'acier, je ne sais pas ce qu'est une Badiane. Ah, la badiane est le fruit du badiané, donc c'est un fruit, très bien. Donc le champion a la badiane d'acier, qui a la progéniture, donc si on paye 2 mana dont un blanc, on en fait une copie qui est une 1-1, elle a la vigilance, et à chaque fois qu'un adversaire lance un sort non-créature, on va mettre un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc en gros, vu qu'on aide nos adversaires à piocher, et donc potentiellement à jouer des cartes, et ben ça va booster nos créatures aussi. Donc c'est un petit peu ça la stratégie du deck, même si, attention, ça peut être vraiment dangereux de trop avantager l'adversaire. Ensuite, tenter avec des lapins, pareil, c'est une nouvelle carte que les gens affectionnent pas mal, ils disent que ça a du potentiel, donc pourquoi pas.
Avec cette carte, globalement, tout le monde va piocher et créer un petit lapin. Protection du perchoir, c'est globalement de la protection. On peut faire cadeau d'un tour supplémentaire, vaut mieux pas, sauf si vous le faites à votre allié potentiel. Même si vous promettez pas le tour supplémentaire, vous faites quand même 4 piafs. Ça peut être bien dans certains cas. Après voilà, les gens ont l'air de dire que la carte est bien. Moi je suis pas aussi convaincu. Pour moi, elle ne sert à rien si on fait pas le cadeau, et faire cadeau d'un tour c'est hyper dangereux. Je sais pas si c'est une carte que je jouerais personnellement. Là, donc on a des trucs qui jouent sur les adversaires qui jouent. Très bien, on va faire des serments. Ah, c'est les hoofprints. C'est les marqueurs empreintes de sabot. Je sais pas si c'est une nouvelle carte ou une réimpression, tout ce que je sais c'est qu'il y avait qu'une seule carte avant qui utilisait les marqueurs empreintes de sabot, et c'était un petit peu un mème. Je sais pas si c'est celle-là précisément ou pas, je me souviens pas, je crois que c'était une carte verte, donc ça doit pas être celle-là. Mais ils ont fait revenir les empreintes de sabot, c'est un petit peu rigolo, et ça va permettre de créer des jetons de 4-4 élémentaires avec le vol, pourquoi pas. Mangara diplomate, lien de vie, d'accord, et on va piocher des cartes. Très bien, quand les adversaires jouent. Là, on a une grosse carte, Z7 Vigilance, mais surtout qui permet de détruire toutes les créatures non géants avant. Pourquoi pas, ça fait deux choses, c'est un petit peu aléatoire, je suis pas sûr de voir l'intérêt de la carte. Bon, l'idée c'est qu'elle fait deux trucs différents, donc ça je dis pas, c'est pas mal. Le Sphinx, quand il arrive, on pioche et quelqu'un d'autre pioche, ouais, bah ça fait ce que le deck veut faire. Ancien immémoré, ça va permettre de mettre des marqueurs sur notre commandant probablement, pour attaquer avec Apothicaire, un petit écureuil encore. Avec le toxique pour une raison que je n'explique pas. Je sais pas si c'est une réimpression ou une nouvelle carte. En tout cas, là, le toxique. Quand il arrive sur le champ de bataille, on va créer des trésors avec un adversaire, et à chaque fois qu'un adversaire sacrifie un jeton non créature, ce joueur gagne 2 marqueurs poison. Ok. Donc je pense que je vois l'intérêt de la carte. En tout cas, si ces 4 decks jouent ensemble, on va sacrifier beaucoup de nourriture, beaucoup de trésors, et ça va faire gagner 2 marqueurs poison en plus, à chaque fois. C'est plutôt fort, et vu qu'on a donné un trésor à un joueur, bah, il va pas vouloir s'en servir, donc globalement ça va nous aider nous principalement. J'aime bien la carte, j'aime bien le design de la carte en tout cas, je sais pas ce que ça va donner en jeu, mais je la trouve très rigolote. Soupe communautaire, oui, bon globalement on aide tout le monde, très bien. Hydra valeuse de mana, voilà, on profite du fait que tout le monde joue pour booster l'hydre, hein, ça va devenir un gros truc, cette carte peut faire très mal très vite, hein. Moi je l'ai déjà vu devenir une 8-8 en 2 tours, ou ce genre de choses là. Ok, riche car, on va mettre des marqueurs plus en plus sur nos créatures, et celles qui ont des marqueurs vont faire du mana, donc ça synergise avec le commandant, c'est cool, j'aime bien riche car, il est cool. Sacre de l'abondance, bon globalement tout le monde a pioché, tout le monde a joué des terrains. Tentation de la découverte, qui est une réimpression, je crois, avec une très belle nouvelle illustration. Les gens sont plutôt contents de l'avoir là, parce que je crois que c'est une carte qui est bien jouée, donc c'est cool. L'hydre caléonienne, je crois que ça vaut cher ça en plus, puisque ça va doubler les marqueurs sur toutes nos créatures. Du coup c'est vachement bien, ça peut être joué dans beaucoup de decks. Très bonne carte. Ensuite, derrière des Fae, qui va être une 3-3 normalement, et qui va faire 3 mana, c'est sympathique. Ascendant Simic, ah je la connais cette carte, elle date de Ravnica, Allégeance de Ravnica de mémoire. C'est une victoire alternative, puisque dans ce deck, vu qu'on va aider les adversaires, on va peut-être pas être le meilleur en combat, donc on va vouloir avoir des victoires alternatives, même si celle-là, elle est pas forcément hyper évidente à avoir, hein, parce que donc il faut gagner 20 marqueurs +1/+1 avec ça en jeu, sans que ça se fasse péter, pour que ça marche, pour qu'on puisse gagner la partie, et c'est au début de l'entretien en plus, évidemment, c'est pas à vitesse instantanée, donc globalement, compliqué. Après, si vous avez trop de mana, ça peut être une façon de l'utiliser pour mettre des marqueurs +1/+1 sur une créature. Donc c'est pas inutile, mais c'est quand même difficilement jouable. Voilà, on va pouvoir jouer des terrains en plus, on aide tout le monde, hein, on a compris, c'est comme ça que le deck il marche. Ah, quand on pioche, les adversaires perdent des points de vie, ok. Ensuite, mana base du tricolore, je sais pas vraiment ce qu'ils ont fait. Ça a l'air d'être le même type de terrain que pour les bicolores, de ce que je vois jusque-là. Ok, oui. Jusque-là, c'est pareil. Ah, il y a les filtres à mana, ça c'est cool aussi. Verger exotique avec la nouvelle illustration, sympathique. Ok, classique, très bien. Jusque-là, tout ça, ça marche. C'est des terrains pas trop mal, hein, mine de rien. Plutôt cool. La côte de Yainaya, ok, c'est sympathique. Bon, bah, jusque-là, pour l'instant, sur les terrains, rien à redire. Hein. Il n'y a évidemment pas les terrains qui coûtent dans 10 € et plus, mais c'est des bons terrains que je vois en tout cas.
Triskaidekaphile, c'est aimer le chiffre 13, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de limite dans la carte dans la main, si on a 13 on gagne la partie, donc comme je disais, il y a des victoires alternatives. 13 cartes en main, c'est pas forcément hyper facile à avoir, mais en même temps, vous pouvez essayer de garder beaucoup de cartes dans votre main jusqu'à ce que vous jouiez cette carte. Si vous avez d'autres moyens de ne pas avoir des limites de cartes dans la main, ça peut le faire potentiellement. Quand on pioche, on va mettre des marqueurs, une nouvelle grenouille qui a l'air très forte. Pour 5 mana, c'est une 3-3 qui va faire qu'à la fin de notre tour, on va créer un jeton copie d'une créature qui arrive sur notre taille ce tour-ci. Donc tant qu'on joue des cartes, en fait, ou qu'un adversaire joue des cartes, bah en fait, on n'a jamais vraiment besoin de faire le cadeau de la pieuvre. Alors la pieuvre qui est une 8-8, hein. Donc si jamais vous donnez une 8-8 à un adversaire, ensuite vous pourrez la copier. Pourquoi pas, mais donner une 8-8, c'est quand même un peu dangereux. Donc vous n'avez même pas forcément besoin de le faire. Juste le jeu se passe normalement et vous allez copier des trucs, donc c'est sympathique. Vous gagnez la partie s'il y a au moins 20 marqueurs sur lui, ou vous avez au moins 20 cartes en main quand il l'attaque. Alors ça c'est sympathique parce que du coup, contrairement aux autres, les autres victoires alternatives qui se déclenchaient au début de votre tour, celle-là elle peut se déclencher en milieu de tour, donc si vous jouez bien, ça peut sortir un peu de nulle part. C'est sympathique comme carte, je pense que c'est une nouvelle parce que je la connais pas du tout. Ça a l'air d'être une bonne grenouille dans le deck, très bien. Voilà, on va piocher avec un adversaire. Ok, on comprend. Lui, étoile étant le nombre de cartes dans la main, il n'y a plus de limite, c'est très bien aussi. Ça c'est sympa, on va soit garder les jetons, soit garder les non-jetons. Je le rappelle, je ne la connais pas, que fait-elle? À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte de chaque tour, créez un jeton, créature de 2 vers chat. Ok, ça fait des jetons. Talent du pêcheur, avec une jolie petite grenouille. Globalement ça va faire des jetons, hein. On peut faire des poissons, des requins ou des pieuvres. Celle-là qui est plutôt cool, puisque on va révéler des cartes, et en fonction de ces cartes, on va les piocher et faire du mana. C'est bien pour tout le monde l'aime bien, donc les gens vont vouloir la laisser en jeu alors qu'elle est forte. On a un petit lapin qui va faire piocher des cartes, et je crois que c'est une réimpression, mais je crois pas que ce soit nouveau. Je crois l'avoir déjà vu. Mais du coup c'est rigolo parce qu'il va bien dans le thème de l'extension. Chaque joueur peut piocher une carte, puis chaque joueur qui a pioché une carte de cette manière gagne un point de vie. J'ai oublié convoiter une carte que j'ai envie d'aimer, parce que j'aime bien la mécanique de se passer un joyau à chaque joueur. En plus ça fait 3 mana, c'est sympa, mais en fait 6 mana pour la lancer, c'est quand même très cher, et au final les quelques decks où je l'avais mise, je l'ai jamais gardé. Après je sais qu'il y a des gens qui sont très fans de cette carte là, donc pourquoi pas, ça peut être jouable. Terrain, cadeau généreux, hein, c'est comme l'anti-bête en vert qu'on avait vu tout à l'heure, hein, on peut détruire n'importe quel permanent, et en échange on crée un éléphant. Très bien, ça marche bien, c'est parfait. Retour au pays avec une nouvelle illustration. Retour au pays qui est, comme vous le savez, probablement le meilleur anti-bête de Magic, probablement. Hein. Ça coûte que 1 mana pour exiler une créature ciblée, et son contrôleur, en contrepartie, va gagner autant de points de vie que sa force. Mais c'est un faible prix à payer pour se débarrasser d'une carte de façon plutôt définitive, à part un commandant qui pourrait revenir bien sûr. Rendez-vous secret, ça fait piocher 2 personnes, lui il va faire que on se fait pas attaquer, c'est sympa, d'ailleurs, qui me fait penser à la prison fantomatique, qui est globalement un enchantement qui va faire à peu près la même chose. Il va dire que les adversaires doivent payer de mana pour chaque créature qui nous attaque. C'est étonnant qu'il l'ait pas mis dans ce deck, et si jamais vous jouez ce deck, il vaut mieux probablement l'acheter dedans, puisque comme cette carte-ci, l'idée c'est de pas vous faire attaquer, puisque vous voulez être en retrait de la partie avec ce genre de deck-là. Donc mettez comme la prison fantomatique et d'autres cartes du même genre qui vont faire que vous n'allez pas être attaqué, ça peut être pas mal. Une offre qui se refuse pas, c'est un contre-sort très fort, et qui en plus a sa place dans ce deck-ci, du côté de la thématique, puisqu'on va faire des cadeaux aux adversaires. Une offre qui se refuse pas, donc c'est contrecarrer un truc pour 1 mana, alors pas n'importe quel truc, hein, c'est un sort non créature, mais globalement si vous utilisez bien ce sort, c'est pas très grave, parce que votre but avec ce sort, c'est pas d'empêcher vos adversaires de jouer des choses, c'est d'empêcher vos adversaires de vous faire chier. Donc ce sort, faut pas le voir comme un contre-sort, faut le voir comme une protection. Vous le jouez en réponse quand quelqu'un essaie de détruire vos trucs, et la seule contrepartie de donner 2 trésors à un adversaire vaut carrément le coup si vous arrivez à éviter un sort qui va détruire toutes vos cartes par exemple. Classe du magicien, plus limite de cartes dans la main, je me demande si c'est pas une réimpression celle-ci, j'ai un doute, mais en tout cas jolie petite illustration, c'est très bien, hein. Ça joue sur la pioche, donc ça va bien avec le deck. Culture, nouvelle illustration, on l'a vu tout à l'heure je crois, ça fait du ramp, donc du mana. Cherche au loin c'est pareil. Aile brisée qui est une carte qui est existante, on va dire, dans Magic. Moi c'est pas une carte que je joue, parce qu'en fait l'effet est pas complètement horrible, hein, détruire un artefact, un enchantement, une créature avec le vol, dans l'idée c'est pas aberrant. Le problème pour moi c'est le coût de mana, 3 mana pour ça c'est beaucoup trop. Pour moi ça devrait peut-être coûter 2, mais pas 3. Donc pour moi cette carte est injouable, j'enlèverai, mais pourquoi pas. Grenouille à sport qui est très forte en moderne, mais en commandeur je suis pas forcément sûr, mais à la limite, pourquoi pas. Donc si on la sacrifie, on peut prévenir les blessures. Bon, à la limite, je sais pas, éventuellement, si c'est un truc que vous voulez faire.
On va faire des cadeaux, détruire un truc, très bien. Faire revenir du cimetière, Oracle Hanley, qui va permettre de jouer un terrain une fois. Bon, très bien. Prévenir des blessures, on peut booster les trucs qui attaquent les adversaires, donc ça peut booster les créatures des adversaires temporairement, pourquoi pas. Chaque fois que vous faites un cadeau, piochez une carte. Très jolie illustration, en effet qui peut être cool même s'il n'y a pas tant de cartes que ça qui font des cadeaux. Donc faire un cadeau, hein, c'est une mécanique bien précise hein, qu'on a vu juste avant. C'est pas juste aider les adversaires, hein, c'est cette mécanique-là. Hein. Faites un cadeau d'une carte, par exemple. S'il y en a suffisamment dans le deck, ça peut être très bien, mais je suis pas sûr qu'il y en ait suffisamment par défaut, enfin de base, on va dire, pour que ça marche bien. Voilà, un cadeau avec un contre-sort, très bien, sympathique. L'urne, donc dans ce deck-là, elle a carrément sa place. Hein. Vous allez avoir envie de pas avoir de limite de cartes dans votre main avant même d'avoir vos conditions alternatives. Potentiellement, le cachet, ou les bots. C'est vrai qu'on les a pas vus dans les autres decks, c'est un peu étonnant qu'elles n'y soient pas, parce que ces bots ont besoin de réimpression, hein, parce que c'est des cartes qui valent entre 1 et 2 euros, si ce n'est plus selon le vendeur, parce que c'est des cartes qui sont très fortes, qui vont protéger vos commandants, donc c'est bien dans quasiment tous les decks, il y a bien évidemment des exceptions, mais c'est des cartes qui peuvent aller un peu partout, et je suis un peu étonné qu'elles aient pas été dans les autres decks, mais bon, en tout cas, pourquoi pas les mettre dans ce deck 6, ça me paraît pas aberrant, même si le but de ce deck-là, normalement, c'est de pas être la cible, de se faire discret, donc nos cartes seront potentiellement pas ciblées, mais dans l'idée, c'est pas aberrant. Pierre qui fait du mana, anneau solaire, pierre de l'esprit, la prairie qui peut... Donc ça, ok. Donc maintenant qu'on est dans un deck tricolore, ils ont mis des terrains un peu différents. Alors ces terrains valent rien du tout, parce qu'ils arrivent engagés, donc c'est pas incroyable, mais c'est des bicolores de la couleur de notre choix parmi les trois, c'est sympa. Enfin, franchement, je les joue dans les tricolores, c'est ok. Étendue sauvage, ok, ça c'est jouable, très bien, ok. Tour du reliquaire, pareil, ça a sa place dans ce deck, c'est très cool. Citadelle, bon bah voilà, hein, triple, c'est très bien. Et après, on est en terrain de base. Très bien. Voilà pour le deck. Maintenant, on va ouvrir le petit booster collector. Alors attention, ching. Ouh, on l'a déjà. Voilà, ce que je disais, c'est que avant les commandants sans bordure, il fallait les avoir dans ces boosters-là pour les avoir, et dans les decks, ils mettaient que les commandants avec les bordures classiques. Mais maintenant qu'ils ont mis les bordures étendues dans le deck de base, c'est un peu étonnant qu'ils les aient quand même mis dans les boosters collector. Je suppose que c'est pour les collectionneurs qui voudraient pas acheter les decks, je sais pas, ça me paraît un petit peu étrange. Bah du coup j'ai la carte que j'avais déjà, mais cette fois je l'ai en pas brillante, donc c'est techniquement même moins bien que celle que j'avais déjà. C'est un peu nul, mais bon. Mais en même temps, maintenant que j'y pense, je suis content, parce que je vais pouvoir la mettre dans mon deck de Shatterfang, là, le grand dedans, mon autre deck écureuil. Donc au final, c'est vachement bien. À y réfléchir, en fait, je suis très content. Donc c'est très cool. Et la deuxième carte, c'est un autre écureuil, je vois comme un thème, avec la progéniture, et qui met des marqueurs +1/+1. Et il est foil, lui, il est brillant. Passons maintenant au dernier deck. Alors le dernier deck, c'est le deck de Zinnia, Voix de la Vallée, qui est une Madame Oiseau barde visiblement, et vous allez vouloir attaquer avec, puisque elle va gagner +X+0, donc de la force, égale au nombre de créatures que vous contrôlez avec une force de base de 1. Attention, de base, donc c'est-à-dire que même si vous boostez vos créatures, ça va quand même marcher. Et les sorts de créatures que vous lancez ont la progéniture, qui veut dire que vous pouvez les copier pour 2, sauf qu'ils ont 1-1 d'endurance et de force, ce qui veut dire que ça va marcher avec la capacité juste au-dessus, donc donner +X à votre commandante qui vole. Donc c'est vachement bien, vous allez vouloir taper avec en dégâts de commandant. Je rappelle, à 21 blessures de commandant, un adversaire perd la partie. Donc ça peut aller très vite potentiellement, hein, surtout que ce commandant coûte que 3 mana. Donc ça a l'air assez cool. Les gens décrivent ce deck comme le deck le plus fort des 4. Je sais pas à quel point c'est vrai puisque je n'ai pas eu l'occasion de la tester, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, très jolie illustration. Les 4 commandants de cette extension ont des illustrations très belles. Le commandant alternatif, c'est une petite souris, c'est un chevalier du souci, qui a la célérité. Oula, alors je suis pas sûr d'avoir bien compris Arthur, il est un petit peu spécial. Donc s'il attaque avec une autre créature, on va regarder les 6 cartes dessus de notre bibliothèque, on va en mettre une sur le champ de bataille attaquante, et ensuite on la renverra dans notre main à la fin du combat. C'est un petit peu spécial, donc pendant un combat on va taper avec un truc, mais après il faudra le jouer normalement. Mais en tout cas, il y a une synergie avec le commandant, puisqu'il faut pas qu'il attaque tout seul, et le commandant il va vouloir attaquer tout le temps, donc dans l'idée, combiner la souris et l'oiseau, et ça fait un truc qui tape plus fort. Donc, ok, bon, éventuellement. Et l'arpenteur de ce deck, c'est Elspeth. Elspeth, la petite souris, visiblement, qui va créer des créatures soldats. Oui, c'est logique, ça va avec le commandant, et détruire toutes les créatures de force supérieure ou égale à 4. Alors ça, c'est un petit peu moins synergique avec le commandant, puisque s'il se fait booster, il va crever.
hein, donc faut le faire avant. Ouais, je sais pas si j'aurais mis cette carte-là dans le deck, puisqu'en plus 6 mana ça coûte cher pour ce que ça fait. C'est un peu étrange, mais à la limite, ouais, je pense qu'il faut pas regarder le -3 en fait, faut juste regarder l'emblème et espérer y arriver, quoi. Parce que les créatures qu'on contrôle en plus de +2 le vol, c'est très bien, puisqu'on va avoir beaucoup de petites créatures, des soldats, hein, logiquement, et on va vouloir les booster. Pourquoi pas, voir Elspeth en souris, en plus c'est très rigolo, mais du coup on dirait qu'elle a une tête énorme, c'est un petit peu particulier, mais je ne m'en lasse pas de voir ces cartes-là. Et pareil, là c'est pareil, la brillance, le foil, on ne le voit pas du tout, hein. C'est vraiment hyper discret, c'est un peu dommage. Alors on commence par les jetons de soldats, classico, ils ont pas fait de nouvelle illustration. Corbeau, ok, il y a des corbeaux, il y a un Phyrexien, étonnamment, des esprits, alors il y a beaucoup de jetons différents, les jetons sont double face d'ailleurs. Il y a l'air d'avoir beaucoup de jetons dans ce deck là. Alors on va commencer avec des classiques, des archétypes jetons visiblement. Donc Jazal qui va faire que toutes nos créatures vont se faire booster, c'est une carte qui est très forte avec laquelle j'ai déjà gagné dans mon deck chien et chat. C'est très bien, l'effet à 5 mana est très fort. Coup d'état militaire, classique, tout pareil, on va tout détruire et faire des 1-1, c'est très bien. Ça coûte cher donc faut ramper pour pouvoir le jouer, mais ça marche très bien. Tempête d'âme, carte extrêmement forte, en tout cas moi je la joue dans mon deck rat. On va renvoyer toutes les créatures du cimetière sur le champ de bataille, sauf que bon, ça va être malheureusement que des 1-1 au lieu de leurs statistiques de base, mais là en l'occurrence ça marche beaucoup avec le commandant, donc c'est parfait. On va donner l'indestructible. Lièvre qui va faire des jetons lapins, ok, c'est joli, ça marche. Les oiseaux en +1/+1, la vigilance, ça marche très bien pour le commandant. Ensuite on va créer des piafs, c'est très cool. Ah c'est lui qui fait le golem phyrexien, tiens. Les golems ont l'initiative, ok. Pourquoi pas. Là, comme ça, tel quel, je vois pas le rapport avec le deck. C'est juste pour la progéniture, c'est tout. Je vois pas trop l'intérêt de cette carte dans le deck, peut-être que ça m'échappe. Ok, on va faire plein d'esprits, bah oui, parce que les esprits, c'est toujours des 1-1, donc ça va être très bien. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de cartes esprits dans ce deck-là. Un petit toutou, quand il arrive, on va chercher du terrain. Ok, très bien. Ça va être de la protection. On va jouer notre ange pour blinker, donc c'est-à-dire exiler jusqu'à la fin du tour une carte qu'on contrôle. Ce qui fait que, bah, elle pourra pas être ciblée. Par contre, si elle a des marqueurs ou des enchantements ou des auras, elle les perd. Je pense que dans ce deck là c'est pas un problème, je crois pas qu'il y ait trop de marqueurs, je crois pas qu'il y ait d'enchantement, donc ça va permettre de protéger le commandant, c'est très bien. Je passe, on va détruire des créatures, le chauffeur qui va mettre des marqueurs, bah du coup j'ai rien dit, hein, il y a des marqueurs dans ce deck visiblement. On va exiler des trucs, c'est nul ça non? Ok, on peut le copier, d'accord, très bien, on va exiler 4 cibles au lieu de 2, mais ça coûte 7 de base, hein. Je sais pas si c'est très bien ça. Ça, la phalène pondeuse de lumière, lumineuse, phalène. Très bonne carte, qui n'a pas été réimprimée depuis la première fois qu'on l'a vue dans Ikoria. Du coup, c'est vachement bien qu'elle soit là. Moi, c'est une carte que j'avais complètement oubliée, alors qu'elle est vachement forte. Globalement, nos créatures qui n'ont pas le vol, quand elles meurent, elles reviennent, et en plus, elles volent. Alors, ça n'a pas du tout de synergie avec le commandant, du coup, donc ça, c'est un tout petit peu dommage, mais ça va être très bien avec toutes nos autres petites créatures, sauf la progéniture, parce que du coup ça marche pas avec les jetons, parce que si un jeton va au cimetière, il peut pas revenir. Du coup, je suis très content de la posséder maintenant cette carte, puisque je ne l'avais pas. Ikoria c'était le Covid en 2020 tout ça, donc j'avais pas acheté l'extension. Cependant, je suis pas sûr de comprendre sa place dans ce deck là, mais je suis sûr qu'on peut réussir à la faire marcher, c'est juste pas hyper synergique. Titan solaire, il le met dans tous les decks commandants où il y a du blanc, bon bah d'accord, ça marche, mais c'est pas incroyable. Une petite grenouille qui va faire piocher, très bien. La classe de la diseuse de bonne aventure. On peut regarder la carte ici de la bibliothèque, et ensuite on peut faire que les sorts coûtent moins cher, ok. Je suis pas encore sûr de comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce deck, hein, là, personnellement. Voilà, on va faire des petits jetons, jusque là c'est classique, on va piocher plus défausser, pourquoi pas. Mettre des boucliers, ça c'est sympa pour protéger le commandant. On va envoyer des trucs et créer des petites fées, c'est très bien. Le bilan de Tassa, à chaque fois qu'on tape, on va piocher des cartes, c'est très bien aussi, vu qu'on va taper avec notre commandant tout le temps. Ça c'est bien aussi, c'est pareil. Le Diable Valet, alors lui qui est très fort dans certains formats, mais en commandant je suis pas certain. On va doubler sa force et son endurance jusqu'à la fin du tour. Piétinement, c'est l'hérité. Alors oui, parce que si on fait arriver plein de créatures d'un coup, ça va marcher plusieurs fois. Mais je sais pas trop si... Parce que vu qu'on veut plutôt taper avec le commandant plutôt qu'autre chose, est-ce qu'on veut vraiment jouer ce type de créature-là? Je sais pas. Je pense que c'est débattable. C'est chacun prend sa décision, mais je suis pas sûr de voir le parallèle, à part si peut-être notre commandant est bloqué ou détruit, on peut quand même taper avec ce gars-là à la place. C'est peut-être ça la logique derrière. Ok. Un petit gobelin qui crée des gobelins, ça crée des 1-1, très bien, il va y avoir beaucoup de ça. Assaut résonnant avec une petite souris dessus, je crois que c'est une nouvelle carte qui va donner la menace à nos jetons, ce qui est rigolo parce que du coup pour bloquer des 1-1 il va falloir mettre plusieurs cartes,
Et ensuite, chaque fois qu'on attaque un joueur, on va choisir une carte non jeton attaquante, on va en faire une copie en tant que 1-1. Globalement, on va vouloir copier notre commandant, sauf qu'on ne peut pas, puisque ce sera légendaire. J'ai du mal à voir l'intérêt. Globalement, si vous attaquez avec tous vos jetons, ça sert à rien. Si vous attaquez avec des cartes non jetons, c'est bien, sauf qu'il a pas la menace. J'ai l'impression que c'est une carte qui est un peu dans un entre-deux un peu bizarre, je sais pas si je l'aime bien. MPT Lézard, quand on arrive, on inflige des blessures, ça marche bien, c'est sympa. Convocation, nos petites cartes elles vont payer pour ça. Ça va taper un peu tout. Très bien, on va faire des trésors. Ça, c'est une réimpression aussi que les gens apprécient. Ah oui, on peut le surmener pour faire une nouvelle phase de combat. Surmener, c'est qu'elle se dégage pas. C'est sympa, en gros, on va faire 2 combats en un. Si on a beaucoup de petites cartes, ça peut être très fort. Le titan, ouais, il va faire des blessures, il est gros, très bien. On va détruire toutes les créatures sauf une, qu'on va renvoyer en main. Une loutre, petite loutre, Isette les loutres. C'est tout mignon aussi. Ça va se booster, ça va avoir des marqueurs. Simulacre solennel qui fait piocher et mettre du mana, c'est un classique. Homme de la multitude, très bonne carte qui coûtait très cher en argent et en mana aussi d'ailleurs. C'est bien. En Simic, c'est très bien. Dans ce deck-là, je sais pas si c'est si bien que ça, parce qu'il faut réussir à payer les 9 mana quand même, hein. C'est 4 pour le mettre en jeu, 5 pour l'équiper. Par contre, après, ça fait des copies de n'importe quoi, même des créatures légendaires, ça en fait une par tour. C'est très fort quand c'est bien utilisé. Là, en l'occurrence, je suppose que le but, c'est de dupliquer le commandant, puisque le but, c'est de taper avec le commandant dans ce deck, de ce que je comprends, même si tout le deck ne fait pas que ça. Du mana, très bien, classique. Ça fait du mana et des humains. Ok, ok. Les mana base sont quand même mieux qu'avant, hein, j'ai l'impression, même s'il n'y a toujours pas les terrains qui coûtent 10 balles. C'est quand même vachement bien. On n'a plus de Guildgate qui arrive engagé et qui fait juste du mana de 2 couleurs sans effet particulier. C'est plutôt bien. Le compagnon qui est très très fort en standard, après là, en commandant, est-ce que c'est bien? Je ne sais pas trop, ça fait juste piocher une carte quand il arrive en jeu. Lui il fait gagner des points de vie et piocher une carte, bah c'est pareil que l'autre en fait, hein. C'est juste quand il arrive on pioche une carte. Ah mais non mais si, j'avais oublié la progéniture. Si vous le dupliquez, vous piochez 2 cartes, et lui c'est pareil. Donc au final, ça a peut-être sa place dans le deck. Ouais non, pourquoi pas. Alors finalement j'aime bien. Conclure un accord, on va piocher, très bien, très bien. Chemin vers l'exil, ah bah c'est l'autre, c'est pas Retour au pays, c'est Chemin vers l'exil celui-là. C'est le deuxième meilleur anti-bet dans Magic, donc celui-là qui va faire comme l'autre exiler une créature, mais la contrepartie cette fois c'est que le joueur va chercher un terrain de base, contrairement à gagner des points de vie. C'est très bien aussi. Je sais pas si c'est une nouvelle illustration, si je l'avais juste jamais vu, mais c'est pas sur le thème des petits animaux, donc je pense que c'est pas une nouvelle, mais c'est une bonne carte tout de même, content de l'avoir ici. En plus elle vaut quelques euros, donc c'est très bien. Ça va faire piocher des cartes, et ça réduit son... Ok, un petit piaf. Bah c'est bien, on a quand même de la pioche, on a du ramp, on a de l'anti-bet, on a des petits trucs comme ça. Les decks sont pas trop mal conçus, je suis plutôt content. Ouais, ça c'est sympa aussi, j'aime bien cette carte, on met tout dans les mains. Ouh, Tetsuko Umezawa, il est là. C'est une de mes cartes bleues préférées, qui va rendre toutes mes petites créatures imbloquables, tout simplement. Dans les decks rats, c'est parfait, puisque j'ai un deck rat blanc, bleu, noir, hein, si vous vous posez la question. C'est incroyable, ça marche aussi dans les decks mûrs, avec Arcadis, c'est très bien. On va faire des petits mécanoptères, de la pioche, ensuite du mana, très bien, ornithoptère, très bien aussi, du mana, oui, toujours encore. Gagner des points de vie, et quand il quitte le champ de bataille, piocher une carte. Bon, avec la progéniture, du coup, ça peut faire piocher 2, pourquoi pas, franchement. Anneau solaire, la petite pierre, encore une autre pierre, très bien. Mais les mana base sont quand même très similaires dans les 4 decks, donc ça manque peut-être de variété, mais en tout cas, les 4 sont bien conçus, puisque c'est globalement des bonnes cartes qui ont été mises. Hein. Même les terrains qui arrivent engagés, qui font que 2 couleurs, ils sont pas trop mal, parce qu'on peut choisir la couleur qu'il nous faut. Donc à la limite, c'est peut-être des terrains à remplacer en premier si vous avez des meilleurs terrains ou des terrains tricolores, mais dans l'absolu, c'est pas trop mal. Gardez-les, ça vaut pas le coup de mettre un terrain de base à la place, c'est quand même mieux que rien. Petit bivouac, et après on passe en terrain de base. Ok, bah ce deck-là, il m'a l'air un peu plus difficile à appréhender que les autres. Là, j'ai du mal à voir précisément comment il va jouer, mais j'ai quand même hâte de voir. Et maintenant, pour le dernier échantillon de booster collector, ce sera Ching Bello. Alors, je sais pas comment ça se fait, mais sur 4 decks, j'ai eu 2 commandants en double, hein. C'est quand même un peu dommage. Du coup, en non-foil, le Bello cette fois. Alors, contrairement à l'autre où il m'en fallait un deuxième, là, Bello, j'avais pas prévu de le mettre dans un autre deck, donc c'est un peu dommage. Ah mais non, mais... Ah mais j'ai dit une bêtise, il est brillant, il est foil, c'est juste que le foil est tellement discret que je l'avais pas vu. Mais non, il brille bel et bien.
Très bien. C'est vraiment dommage d'ailleurs, hein, cette histoire de foil qu'on voit pas. Bon, et la deuxième carte est un mentor chauve-souris qui est foil aussi. Donc il y avait 2 foils dans ce petit booster là. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pense de ces 4 decks? Bah, ça a l'air d'être des decks tout à fait bien construits, avec des réimpressions qui font plaisir quand même si elles sont pas toujours hyper pertinentes. Je pense que comme tous les decks préconstruits, il va falloir modifier une partie des decks pour que ça marche mieux, retirer une partie des cartes, en mettre d'autres. Mais dans l'ensemble, ça marche. Le prix, même s'ils ont augmenté les prix, hein, avant un deck c'était 30 €, maintenant on est plus entre 40 et 50. Ça fait mal au cul, mais bon, bah maintenant on est dans la moyenne de ce qui se fait, donc c'est pas aberrant. Le design de l'extension, sublime, les petits animaux mignons, c'est parfait. Il y a de nouvelles illustrations sur des vieilles cartes où ils étaient pas obligés de le faire, ils l'ont fait quand même. Donc pour moi, c'est top. Allez-y, franchement, si vous avez des doutes, achetez ces decks-ci, vous font plaisir. Pas forcément besoin de prendre les 4, hein, je pense au groupe Hug, hein, le deck câlin, qui a l'air peut-être un peu compliqué à jouer, ça va pas aller avec le style de jeu de tous les joueurs, donc celui-là, peut-être, ne le prenez pas. Si vous ne voulez pas jouer un deck où vous allez plus être spectateur pendant une bonne partie de la partie, essayer de gagner à la fin, enfin c'est vraiment un gameplay un peu compliqué. Les plus faciles à jouer, je pense que ça va être le raton laveur, c'est simple, hein, son but c'est de faire des 4-4 et de taper, et le deck écureuil, bah c'est pareil, hein, le but c'est de faire des 1-1 et de taper. L'oiseau, il a l'air un petit peu plus compliqué à prendre en main, mais supposément c'est le plus fort quand on le maîtrise. Voilà, avec tous ces paramètres-là à prendre en compte, je pense que vous pouvez faire un choix réfléchi en fonction du gameplay. Maintenant, si vous pensez aussi à la question financière, le deck qui a le plus de réimpression, qui coûte cher, c'est le deck écureuil. Celui qui en a le moins, je crois que c'est le raton laveur, et les deux autres, ça doit être à peu près à égalité. On n'est pas dans des decks où les réimpressions sont extrêmement chères comme on a pu être par le passé, mais c'est pas non plus aberramment bas, on va dire. Ça se fait. Les decks valent leur prix, en tout cas, globalement. Voilà, c'est tout pour la conclusion. Voilà qui conclut cette unboxing de deck. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez que je parle plus de certains points plutôt que d'autres, ou si c'était trop long d'ouvrir 4 decks en même temps, si vous voulez que je fasse plutôt 4 vidéos par... Enfin, 4 vidéos, donc une par deck pour une prochaine fois, si jamais j'ai pas la flemme de faire des vidéos, parce que j'ai souvent la flemme d'en faire. J'avais, il y a X mois, filmé l'ouverture des decks Doctor Who, mais je ne l'avais jamais posté, parce que je trouvais que je disais pas des trucs assez intéressants, donc éventuellement je suis preneur de vos retours là-dessus. Pour Bloomburrow, donc cette extension, j'ai acheté une boîte de booster collector que je vais ouvrir très prochainement dès que je l'aurai reçue, parce que l'extension sort en pré-release demain, parce que là on est jeudi, donc l'extension est techniquement même pas encore sortie, mais j'ai reçu les decks un jour en avance, pour aucune raison, donc c'est cool. Donc dès que je reçois les boosters, je vous fais une vidéo d'ouverture, donc je pense que ce sera samedi, je croise les doigts, peut-être ce sera la semaine prochaine, on verra bien. D'ici là, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Allez, salut!